Alors, la table ronde autour du thème de la rencontre d'aujourd'hui et de demain. Alors, le numérique à l'école entre utilitarisme et humanisme. Alors, pour animer la table ronde, alors Michel Dumais, Monsieur Dumais, Monsieur Dumais est directeur des pages d'opinion au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Pour discuter avec lui, Monsieur Alexandre Ankerly, qui est anthropologue, conseiller technopédagogique et chargé de cours à l'Université Concordia. Un autre participant, Monsieur Jean-François Gauthier, qui est président-directeur général de l'Institut de gouvernance numérique. Finalement, M. Geoffroy Garon, qui est techno-anthropologue. Nous devrions avoir à distance Mme Sophie Penn, qui est professeure en sciences de l'information à l'Université de Paris-Descartes. Alors, messieurs, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, tout le monde m'entend bien? Tout est parfait. Est-ce que Sophie est là? On va faire un premier test. Sophie, êtes-vous là? Peut-être. Pas. J'ai du backup ici, là, donc j'ai des réserves en main. Bon, mais Sophie, on vous espère beaucoup. Tous les quatre ici, on espère beaucoup vous voir. Mais en attendant, on va commencer, nous, parce qu'après tout, on a une conférence à faire, messieurs, n'est-ce pas? Et justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça ne sera pas une conférence. Parce que, vous le savez comme moi, assister à une conférence, il n'y a rien de plus endormant que ça. 4 personnes qui vous livrent quelque chose d'un ton professoral et tout ça. C'est bon pour un prof, mais nous ne sommes pas des professeurs. Nous sommes plutôt des gens qui sont habitués à dialoguer et aussi à échanger, virilement des fois. Là, je peux dire virilement parce que, bon, Sophie n'est pas là, donc toujours pas de Sophie, non. Peut-être qu'elle nous entend. Alors, donc, aussi. on va dire virilement entre nous et on va vous inviter aussi à participer à la conversation. Parce que c'est ça le but. Aujourd'hui, on n'aura pas l'impression, on ne pourra pas régler tout. On aimerait ça régler le sort du monde, mais malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais on va essayer de parler d'éducation ensemble et de voir quelles pistes peuvent ressortir de notre conversation d'aujourd'hui. Donc, vous allez prendre part à la conversation. Et si des fois je vous vois réagir dans la salle, mauvaise nouvelle, vous risquez de vous faire pointer et vous dire « Hé, je vous ai vu réagir ». Donc, soit vous êtes en grand self-control ou encore vous n'aurez pas le choix, vous allez participer. Messieurs, évidemment, aujourd'hui, donc, oui, on peut passer, on a ces outils-là. Alors, humanisme et numérique, j'ai moi-même passé par là 3 fois. Alors, le passage au numérique, je l'ai vécu par 3 fois, de façon difficile, je dois vous dire. À savoir qu'autrefois, il fut un temps, mon premier métier, j'étais typographe au métal. Alors, je vous prie, c'est difficile aujourd'hui de trouver des linotypes et des endroits qui travaillent au métal. Donc, j'ai vu, évidemment, tout ce passage au numérique dans le domaine de l'imprimerie. Par la suite, j'ai dit, bon, ben, je vais aller avoir la paix ailleurs. Je vais essayer de ne pas encore vivre une telle mutation. Alors, je suis allé travailler dans le domaine de l'audio professionnel avant que le numérique arrive. Encore là, exactement la même chose. Alors, parlez-en à tous les musiciens aujourd'hui et tout ça. Le numérique a complètement changé la façon de faire. Et évidemment, vous le voyez en ce moment aujourd'hui, même le commerce. Donc, tout a été changé. Alors, je me suis dit, bon, ben ça y est, alors ce coup-là, je m'en vais dans un endroit sûr. Je vais aller en journalisme. Bon, ça n'a pas marché. Alors, on va continuer avec l'éducation, où on le constate en ce moment, effectivement. Il y a des changements importants qui se déroulent. Et ce que je vous suggère aujourd'hui pour partir cette conversation, je vais demander à mes collègues ici et à Sophie. Toujours pas de Sophie. Alors, donc, on patiente. On espère, Sophie. On la veut. Je vais demander à mes collègues peut-être de faire une courte présentation sur le thème d'aujourd'hui, d'environ 3 minutes, pour partir la conversation. Et puis, je vais y aller au hasard. Avec toi, Geoffroy. Alors, c'est toi qui parles le bal, donc vas-y, 3 minutes entre humanisme et numérique. Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, la question est très, très à propos. On vit dans une époque de bascule et de migration, de mutation numérique. Et l'éducation est un autre secteur qui est très touché depuis plusieurs années.
Et là, on sent justement une professionnalisation, un usage plus utilitaire des technologies. C'est certain qu'on a un contexte économique où les employeurs, le marché du travail demande des gens qui ont des compétences, souvent nouvelles, et il y a beaucoup de programmes à tous les niveaux qui ne sont pas adaptés selon leur point de vue, effectivement. Donc, ils ont besoin d'avoir des compétences beaucoup plus techniques ou de plus en plus des compétences même sociales, comme la communication, la collaboration. Donc, on parle véritablement ici utilitarisme. Tout à fait. En Voilà. fait, pour diminuer cette fracture de compétences, le fameux skill gap qu'on sent au niveau des entreprises, on est tenté d'influencer beaucoup le monde scolaire pour qu'il prépare vraiment les bonnes compétences, donc une approche très techno, surtout technologique, pour manipuler des objets. Mais ce que le marché du travail dit, pour avoir parlé à plusieurs gens en ressources humaines, les compétences les plus recherchées ne sont pas vraiment technologiques, sont vraiment celles de la collaboration et de la communication, et d'avoir une capacité d'avoir une pensée plus critique face à ce que l'employé fait dans son travail. Et là, ici, on parle d'humanisme. Tout à fait. Donc, l'école, à mon avis, doit se positionner dans le « et », en fait. C'est un peu ça qui était le propos, je crois, de l'invitation de la thématique. On est à la fois humaniste et utilitariste, et un n'exclut vraiment pas l'autre. Et la technologie est à toutes les sauces, c'est-à-dire elle supporte la pédagogie et les apprentissages, pas déterministe dans ce cas-ci. J'aime bien votre concept du « et ». Donc, nous serons tous des « et » aujourd'hui. Jean-François Gauthier, est-ce que vous êtes un « et », vous? Je ne sais pas si je suis un « et », mais je suis quelqu'un qui est très sensible, en tout cas qui est très préoccupé par les enjeux de société qui sont les nôtres actuellement. Très préoccupé de voir que le Québec, malheureusement, à notre avis, est un peu en retard dans l'adaptation qu'on doit faire. Un peu, le mot est faible. Vous êtes poli aujourd'hui. Oui, je suis très poli, très mais poli, on commence. D'accord. C'est un peu de temps. Donc, le Québec, selon nous, est en retard parce que, malheureusement, la société est en train d'évoluer à une vitesse folle. On est vraiment en train de vivre une grande révolution et on est dans une période de transition. Tout à l'heure, Geoffroy en parlait rapidement, mais ce qui est problématique, dans le fond, c'est la lenteur à laquelle nos organisations ont à s'adapter à ces grands changements-là. Donc, on a vraiment un enjeu maintenant qui est immédiat de penser comment on va réorganiser nos pratiques, nos façons de faire dans le domaine de l'éducation en particulier. À mon avis, c'est là où c'est le plus urgent d'agir parce qu'il est question de l'avenir de nos enfants nécessairement. Mais on a vraiment un retard à combler et on doit s'en occuper, se faire une stratégie. Donc, moi, j'appelle ça un plan numérique. Donc, un projet de société qui va nous permettre de faire face aux défis du 21e siècle. Peut-être verra-t-on jeudi prochain, dans le prochain budget, une esquisse de quelconque plan numérique? Il faut toujours Écoutez, croire. on l'espère. Alexandre, on parle du retard, le gouvernement, les grandes entreprises, mais vous ne travaillez pas avec ça. Vous travaillez avec des humains, vous travaillez avec des jeunes. Ouais. Oui. Eux, ils sont en retard, ou plutôt, ils ont déjà pris, eux autres, le signal du départ, et tout ce qu'ils nous disent, c'est « vous êtes en retard, mais nous, on est déjà en avant ». Moi, je pense en fait que de penser à un retard, il faut penser s'il y a vraiment une direction où on s'en va. Je pense que souvent, les gens veulent des modèles très linéaires, très directs, de dire on s'en va dans telle direction, tout le monde ensemble, et puis on a décidé que c'est ce qui allait se passer, mais on va laisser certaines personnes de côté. Il y a des personnes qui vont aller dans une autre direction, mais ensemble, on s'en va vers ce point-là. Puis peut-être à ce moment-là, il y a des retards qui vont être accusés par rapport à un but qu'on peut avoir. Ça, c'est assez logique. Mais ce que je remarque beaucoup, c'est une diversité de points de vue qui est très, très, très importante dans l'ensemble. En tant qu'anthropologue, on chérit la diversité. On essaie de voir à quel point la diversité peut apporter quelque chose à l'espèce humaine. Pour nous, la condition humaine n'est pas un problème à régler. Et d'ailleurs, je pense beaucoup et je négocie beaucoup avec des gens qui sont transhumanistes, qui considèrent finalement que certains aspects, au moins, de la condition humaine doivent être transcendés, que c'est un problème à régler, qu'on peut passer outre l'espèce humaine, qu'on arrive à quelque chose d'autre. Moi, en tant qu'humaniste, c'est vraiment de me placer au niveau de ce qu'on a devant nous en tant qu'être humain. Il y a une richesse qui est là qu'on peut chérir, qu'on peut renchérir, qu'on peut utiliser à bon escient. Puis il y a des changements qui se passent, qu'on va prédire, qu'on va prévoir, qu'on va essayer d'implémenter d'une certaine façon, mais je pense qu'assez souvent, on ne donne pas la possibilité aux gens de prendre leurs bonnes décisions. En 1987, j'étais en secondaire 3 à l'école secondaire Mont-de-la-Salle, une école publique semi-alternative à Laval-des-Rapides. Et à cette époque-là, on nous disait des choses comme « les métiers d'avenir, c'est biochimie et informatique ». Ça, c'était en 87. À cette époque-là, Internet existait, mais c'était essentiellement le milieu académique qui l'avait.
Mais ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que notre prof d'éducation choix de carrière, quand elle nous donnait nos cours d'éducation choix de carrière, plutôt que de nous dire, ben voici les métiers d'avenir, puis allez tous vers ça, elle nous disait, puis d'ailleurs elle est décédée depuis, mais c'était une amie de la famille aussi, Lise Deschênes, qui nous disait, mais en fait, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on ne vous donnera pas d'emploi. Vous, les jeunes de 87, plus tard, vous allez devoir créer vos propres emplois. Et puis nous, on s'est fait former vraiment à ça. C'était une école tout à fait publique. On n'avait pas à payer pour plus qu'il faut pour être là. Donc, il y avait un côté très visionnaire dans ce Tout à fait. Et puis, dans tout ça, on a bâti des compétences qui ont été extrêmement utiles pour chacun d'entre nous parce que c'était de vraiment avoir nos propres projets. Plutôt que de se dire, oui, il y a un projet dans le cours, puis à la fin de la session, on a fini le projet, c'est de se dire qu'on avait nos propres projets d'avenir, nos propres plans de carrière, nos propres idées sur comment on voulait voir le monde plus tard. Alors, plutôt que de dire, ah, ben ça s'en va vers là, si vous venez avec nous, on va être tous dans le même wagon, c'est de se dire, ben il y a des trains qui partent dans différentes directions, puis peut-être qu'on va se rejoindre à certains moments. Plutôt que de choisir qui va aller dans la bonne direction, c'est de se dire qu'il y a une diversité qui est fondamentale. 1, je vous sentais intarissable. 2, je suis obligé de vous arrêter. Sinon, 3, on se levait, on partait et on vous laissait continuer. Donc, on décide tout simplement, on coupe ça ici. Cela dit, je pense que la table est bien mise et on est tenté de diviser aujourd'hui cette conversation qu'on va avoir entre nous en 3 parties. Et je vais y aller. Bon, la première partie, je vous dis ça, là, c'est comme ça, le numérique et l'utilitarisme des apprentissages scolaires. Et moi, dans le fond, je regardais dans tout ce qu'on a déjà discuté ici. Il y a un truc qui me revient, qui me frappe à chaque fois, puis on se pose toujours cette question-là. Et je vous la repose encore aujourd'hui parce qu'on l'entend régulièrement. À quels intérêts doit d'abord répondre l'école? Est-ce que c'est à ceux de la société? Est-ce que c'est à ceux de l'économie, donc du marché du travail? Est-ce que c'est à ceux des parents? Ou encore, on les oublie souvent, mais il faut quand même en parler d'eux autres aussi, des élèves? Qui se lance en premier? D'emblée, je dirais que en fait, c'est à tout citoyen. L'éducation, c'est la base pour être actif comme citoyen dans une société, surtout dans nos sociétés de droit où on a justement l'égalité, l'accès à l'éducation. C'est un privilège qu'on a, je pense, à travers la planète d'avoir un accès à l'éducation. Et même à l'époque, au Québec, dans le Bas-Canada, à l'époque même, l'école était ce qui a fait qu'on a réussi à sortir du monde rural. Donc, on a vraiment émanciper la société, donc c'est un privilège. Oui, mais en même temps, avec l'arrivée des technologies dans l'école, on entend souvent cette espèce de discours. Sophie, vous êtes là? Elle est là. Sophie? Oh, mais c'est formidable! On pensait que vous n'étiez pas là. Ben, nous, ici, on est vraiment contents que vous soyez. On est vraiment contents que vous soyez là. On vous entend très, très bien. Et puis, ben, écoutez, on vous laisse, dans le fond, 3 minutes à vous pour mettre la table, et puis, ben, on ne vous interrompt surtout pas et on espère que vous avez un bon voyage en ce moment. C'est parce que vous êtes en train. Merci. Moi, du coup, je suis juste avec un iPad. Ah! Alors bonjour, très heureuse de vous rejoindre dans l'activité un petit peu à moitié. Je trouve que le DFR est vraiment admirable et les actions qu'on a en France ont vraiment aidé à travailler en relation avec vous, y compris à cause de ce que vous nous apportez sur cette question de dynamisme. Qui s'est posé pour nous très fortement aux acteurs du numérique après les attentats en France, ou les attentats de janvier, où ça nous a tous amenés, nous qui sommes tous des éducateurs autour de ces questions, à reprendre de façon plus courageuse, plus frontale, une question très importante, à quoi sert le numérique? Et on était dans un contexte où on a un discours en France, je ne sais pas si vous l'avez aussi, où on parle d'introduction du numérique, comme si c'était, disons, une espèce de suppositoire qui permettrait une énorme mise à jour de l'éducation. On se demande maintenant si ça peut faire quelque chose pour l'égalité, pour la justice, pour le vivre ensemble. Et là, tout à coup, on a été obligé de se demander, puisqu'on a vu que le numérique, Internet, le convoitisme, les messages fabriqués, les manipulations,
était aussi vivante pour les jeunes que le bon Internet, celui qu'on voit nous, qui est un Internet de l'émancipation, de la capacitation, de la culture, de la relation, de la découverte, etc. Et de ce fait, ce monde EdTech, éducation et technologie, on se rend compte à quel point on a besoin aujourd'hui de le situer dans l'entraide, dans la solidarité, dans le futur, dans le respect, et dans du coup la transmission des méthodes, des compétences non techniques, y compris l'altruisme, les solidarités, la lucidité, et c'est comme ça qu'on essaie de situer dans nos actions. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je pense que vous avez mis, vous aussi, de votre côté, la table. Je me permettrai cependant, si vous permettez, on va continuer un peu, mais très rapidement, à débattre sur la question qu'on a apportée, parce que, dans le fond, je pense qu'elle est fondamentale à tout ce qui va continuer à se discuter aujourd'hui, à savoir, donc, est-ce qu'adapter l'école à une société, c'est-à-dire à quels intérêts doit d'accord répondre l'école? À ceux de la société, à ceux du monde du travail et de l'économie, des parents ou encore de ces grands oubliés, trop souvent, les élèves eux-mêmes. Parce que vous le savez, on entend très souvent ce discours, avec l'arrivée du numérique, on peut former plus facilement des travailleurs de demain. Et on entend très peu, on peut former aussi des penseurs de demain. Et ça me déçoit un peu. Et je vous relance là-dessus, Jean-François Gauthier, vous aviez commencé à justement prendre la parole à ce sujet-là. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on doit former des travailleurs? Est-ce qu'on doit penser à former les penseurs de demain? Ou c'est un ensemble de tout ceci? La théorie des « et » de Geoffroy. Bien, pour moi, ce qui est le plus important, parce que je suis grand-papa, voyez-vous, 3 fois. Donc, moi, ce qui est le plus important, c'est l'école qu'on va donner à mes petits-enfants. Quel contexte d'apprentissage, quel nouveau possible on va offrir à mes petits-enfants. Actuellement, ce que je remarque, malheureusement, je ne veux pas être celui qui rabaisse toujours le ton, puis qui ramène, sauf qu'il y a une réalité qui est celle d'un système, malheureusement, qui est en décrochage par rapport à la réalité que vivent nos jeunes, à la réalité que vivent nos enfants, la façon dont ils ont maintenant de penser, de communiquer avec eux. Et là-dessus, il faut rapidement, j'y reviens, absolument qu'on repense le système scolaire pour repenser la façon dont on transmet le savoir, parce que le savoir est maintenant partout. Merci beaucoup, Jean-François. Alexandre, bref. Oui. En fait, Sophie avait une piste de réponse. C'est que la société est un tout. C'est un système. Alors, c'est évident que tout le monde est impliqué. On est impliqué de toutes sortes de façons différentes. C'est que le système est en train de changer lui-même. Ce n'est pas une question de voir qu'une personne va trouver une façon de changer le système. C'est que la technologie est en ce moment en train de s'immiscer dans tous les aspects de la société et elle est utilisée par tout le monde. C'est à nous-mêmes de l'utiliser. La technologie, elle est elle-même vecteur de changement. Elle introduit elle-même des changements. Si on l'utilise comme ça. Mais est-ce que c'est à nous de nous adapter à la technologie ou à nous de forcer la technologie à s'adapter à nous? Où on doit aller, il y a une expression anglaise qui dit « let with the flow », se laisser aller par le courant. Bien, c'est souvent les gens qui la développent qui nous forcent à penser par la technologie, qui nous empêchent de faire des choix. Mais ce n'est pas la technologie elle-même qui nous force à l'utiliser de telle façon. Jean-François Gauthier, je vous ai vu réagir. Oui, donc, moi j'entends ce que vous dites, sauf que je pense qu'on fait face à un changement majeur, changement qui va chercher l'exercice du pouvoir, la façon dont on prend nos décisions, la façon dont on exerce l'autorité. Il faut changer ces façons de faire pour être en mesure de s'adapter, pour rétablir la confiance qui est, à mon avis, en train de se perdre entre les citoyens, les institutions publiques, évidemment les politiques, et l'école, entre autres. Si on veut que cette confiance-là se rétablisse et qu'on assure justement une pérennité à notre système public, il va falloir que rapidement, on s'ouvre et qu'on permette une réelle participation aux décisions, à la façon dont on exerce l'autorité. Sophie, vous m'entendez toujours? Oui, bien sûr. Alors, je vous pose la question. Ma contribution sur cette partie du débat, ce serait de dire qu'on a eu une école qui formait des gens qui savaient faire des pots, faire des usines, travailler dans un cadre de division théorienne du travail, et qu'aujourd'hui, les gens de demain, ils travaillent en concurrence avec des machines, avec des automates, avec des algorithmes, et que justement, les qualités humaines qui étaient des petits plus, comme le charisme,
le respect d'autrui, l'attention, l'empathie. Ça va devenir des qualités absolument essentielles du travail humain. Et de ce fait, comment le numérique peut développer ces qualités et comment le numérique peut nous aider aujourd'hui à stimuler des profils d'étudiants plus créatifs, plus entreprenants, plus autonomes. Et ça, c'est une question qui est très intéressante. Comment le numérique peut devenir un laboratoire de l'expérience, un laboratoire de la fabrication, un laboratoire de l'apprentissage par l'erreur avec les autres, etc. Et de ce fait, si on pose des choses comme ça, on a moins besoin de se dire est-ce que l'école a servi à la société. Et vous savez qu'en France, on est très très séparés. L'école, il y a quelqu'un chez vous, Didier Mauret, qui a écrit ce livre pour une école qui aime le monde et qui note comment l'école française se coupe du monde tellement le monde est horrible. On met les enfants à l'abri et on attendra qu'ils soient bien formés, qu'ils aient un bon esprit critique, une bonne culture pour les lâcher dans le monde. Moi, je pense que le numérique peut nous aider à rapprocher le monde de l'école, mais que plus on sera nombreux à aborder le monde tel qu'il est et à essayer de transformer grâce au numérique, plus on sera nombreux aussi à décider de quel numérique on a besoin et comment on fabrique. Et là, je vous écoute, Sophie, et je vois se profiler entre les lignes le mot réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui peuvent, est-ce qu'ils le peuvent, changer notre rapport au pouvoir et au savoir. À vous, Geoffroy. En fait, avant de répondre à ta question, on se tutoyait, là, on se connaît déjà assez. Je vais réagir un peu à la discussion, vu que c'est un échange, table ronde. Premier point, on parle beaucoup, je pense, d'amplification. Le numérique, c'est un amplificateur des bonnes et des mauvaises choses que l'on faisait ou qu'on fait à l'école. C'est une première constat qui est assez partagé. Donc, ça, pour moi, c'est un amplificateur, ce n'est pas une fin en soi. Et l'autre point, juste pour peut-être la discussion, on est vraiment dans une philosophie, je crois, pour l'apprentissage pour tous. Donc, c'est-à-dire le long life learning, qui est une tendance très, au niveau des Nations Unies, on est beaucoup, pour 2015-2030, il y a des grands axes, des politiques mondiales pour l'apprentissage pour tous. Et même si on est dans une école secondaire, dans un contexte jeune, je crois qu'il faut parler des 0-100 ans. Parce qu'à 60 ans, on est encore capable et intéressé à apprendre et, oui, penser au futur, mais je crois qu'on est trop dans l'instantanéité négativement, mais il faut le rendre justement actif, c'est-à-dire d'impliquer toutes les couches actuelles, présentes. Pas penser dans 30 ans, ça va aller mieux. Parce que ceux qui ont 65 ans, aujourd'hui 70 ans, ils vont être encore actifs pour 20-30 ans, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment avoir une vision, je crois, concrète tout de suite, mais pour toutes les couches. Là, donc, l'éducation, processus permanent. Tout à fait, et ouvert au processus, effectivement. Mais je reviens à ce que je vous posais comme question. Oui. Donc, on se profilait donc le mot réseau social, les réseaux sociaux, très présents aujourd'hui dans nos vies. Et dans le fond, ma question, et je vous la repose, est-ce que ça a transformé les réseaux sociaux, notre rapport à la fois au savoir, mais aussi au pouvoir? Et ça, je sens qu'on va s'en parler, vous et moi, Jean-François Gauthier. Geoffroy. Oui, bien en fait, les fameuses données que l'on génère, je vais te laisser un peu de place sur ce dossier-là, mais au niveau des données qu'on génère par rapport à Facebook, au contenu que l'on construit, à nos traces numériques, c'est certain que qui possède les données, où sont-elles hébergées, donc tout le big data, le phénomène est très important, et aussi les rapports de mobilisation. Le web, les médias sociaux ont beaucoup contribué à une remobilisation des gens avec Twitter, avec des textos dans différentes grèves étudiantes ou des grèves à venir à tous les paliers. Donc oui, c'est une nouvelle gouvernance. Puis derrière ça, il y a de l'observation. Bien sûr, on l'a su aux États-Unis, toutes les données sont filtrées quand même, sont physiques les données, même s'ils ont l'air dans un nuage, dans l'info nuagique. Tout est physique, tout est traçable et comptabilisable. Donc oui, c'est un rapport de force qui doit être réfléchi encore. Alexandre. Bien, en fait, déjà sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier qu'un réseau social, c'est quelque chose qui existe même sans la technologie. Un réseau social, en sociologie, on parle du fait d'avoir des amis et les amis de nos amis, et c'est souvent eux qui ont du poids dans notre vie, dans notre carrière, et ainsi de suite. Dans le fond, lorsque j'étais jeune, lorsque j'allais à un club de lecture d'une bibliothèque, on parlait ici d'un réseau social. Tout à fait. Maintenant, il y a des services de réseaux sociaux qui se font leur beurre sur des réseaux sociaux existants ou qui vont contribuer à l'extension d'un réseau social qu'on a. De pouvoir être en contact avec quelqu'un qui est l'ami de notre ami, c'est même une expression en anglais « faux »,« friend of a friend », c'est vraiment d'avoir un certain type de contact. Mais cette personne-là va être
parfois beaucoup plus importante qu'une personne qui est vraiment notre meilleure amie, parce que c'est cette personne-là qui fait partie de notre grand réseau social, qui va avoir une importance dans notre apprentissage, entre autres, parce qu'elle a des connaissances qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a obtenues, qu'on a acquises. Alors, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas la technologie qui l'a causé, la technologie est venue se greffer là-dessus. En 99, j'avais une étudiante en Indiana, Facebook n'était même pas encore dans la tête de Mark Zuckerberg, et puis qui me disait, oui, mon ami, je ne sais pas son nom, mais ben, ton ami, mais tu ne sais pas son nom, c'est quoi cette idée-là? C'est que le concept d'amitié et le concept d'être amical avec quelqu'un, la théorie de tout ce qui est fait par les pairs, c'est ça qui a donné la technologie. Ce n'est pas la technologie qui donne ça. C'est la société changeait de plus en plus à un développement par les pairs. Il y a des choses qui sont extrêmement hiérarchisées, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment faites avec les gens entre eux, qui se prennent des décisions ensemble. L'idée d'un réseau social, c'est que c'est aplani. Ce n'est pas une hiérarchie en tant que telle. Ça peut être situé dans une hiérarchie, mais les rapports qui se font entre les uns et les autres, c'est des rapports de pair à pair. C'est quelque chose qui, en éducation, se fait depuis des dizaines d'années. Même Piaget, dans les années 50-60, parlait de choses comme ça. Puis on pense aux amitiés des gens comme faisant partie du contexte de leur apprentissage, mais maintenant, les technologies viennent se greffer à quelque chose qui existe déjà. Sophie, vous êtes toujours là. Est-ce que vous voulez réagir aux propos d'Alexandre en ce moment? On vous écoute. Bah, je pense que ce que tu dis est juste, que maintenant on est quand même à un tout premier âge des réseaux sociaux et qu'on n'a pas encore fait la notion entre les réseaux sociaux et puis le web de l'apprendre peut-être. Et peut-être que les gens qui travaillent ensemble, qui sont amis, vraiment amis, ils se reconnaissent parce qu'ils partagent une mission commune. Et peut-être que l'école n'a pas encore su à la fois éduquer à ça, expérimenter ça. Parce que, enfin, je sais pas, je pense qu'on est au tout début d'une transition qui est longue et que la façon dont l'école peut multiplier les formes d'expérimentation, ces outils qui sont vraiment en construction, il ne faut pas s'arrêter aux usages imparfaits d'aujourd'hui. Il faut effectivement les mettre au service du désir d'apprendre qui pilote la vie de chacun et du désir de poser des questions et de trouver des réponses. Jean-François Gauthier. Moi, je pense qu'il y a effectivement énormément de changements qu'on est en train de vivre et je reviens sur tout à l'heure ce que je mentionnais sur l'exercice du pouvoir. Je pense qu'il est maintenant temps que les gens qui exercent le pouvoir changent de posture mentale. C'est pas moi qui ai inventé le terme, là, mais c'est pour moi la clé. Donc, comment on peut faire à partir du moment où on comprend que les évolutions qu'on est en train de vivre vont être en croissance exponentielle, parce que les technologies elles-mêmes sont en croissance exponentielle. Personne ne peut dire à où est-ce qu'on va être d'un point de vue de l'évolution des technologies dans 5 ans. Ce qu'on sait, c'est que ça va à une vitesse fulgurante et ces technologies-là vont continuer d'influencer la façon dont les êtres humains communiquent entre eux et la façon dont on pense, la façon dont on envisage le monde. Donc, c'est clair que si les gens qui exercent le pouvoir actuellement refusent et maintiennent leur façon de décider à partir des modes hiérarchiques dans lesquels on est actuellement absolument enfermé, si on continue de faire ça comme ça, c'est certain que les colères qu'on vit dans la société vont continuer de s'amplifier et que les jeunes n'accepteront plus de vivre dans un monde comme ça. Parce qu'en ce moment, il est clair, et on embarque là, ici dans l'axe 2, qui est l'humanisme et le numérique. Et bien ici, j'en profite, donc vous m'amenez là, c'est que dans le fond, en ce moment, le numérique est en train de changer considérablement ce qu'on pourrait appeler les relations humaines. Et il y a les branchés et les non-branchés. Il y a les natifs du numérique, bien que certains n'aiment pas cette expression-là. Je vois déjà ici Alexandre, je le savais que j'allais le... Il y a les immigrants, encore une fois, qui aiment ou qui n'aiment pas. Alors là, si Prensky était avec nous, par exemple, il pourrait aussi discuter avec nous. Mais bref, le numérique change considérablement les relations humaines. Ou est-ce qu'elle les change, ou c'est juste une autre façon, tout simplement, d'échanger? Alexandre, là, allez-y. Bien, je crois que les changements se passent de toute façon. Peu importe ce qui arrive, tout ce qu'on sait quand on enseigne en sciences sociales, on parle du fait que tout ce qu'il y a de constant, c'est le changement.
Alors, de toute façon, ça change. Le numérique en fait partie, mais il y a des gens qui essayent de tirer la couverture de leur côté. On parle beaucoup d'exclusion numérique. Ça se passe à toutes sortes de niveaux. Même si on a un ordinateur à la maison, même si on a une bonne connexion Internet, il y a toutes sortes de façons d'exclure les gens. Entre autres, par le développement de logiciels, de services qui sont vraiment développés par une toute partie de la population, souvent en Californie, souvent des hommes blancs dans la vingtaine, qui ont des enjeux très, très, très particuliers. Il y a l'idée de gratter ce qui nous pique. Bien, si c'est la même chose qui pique tout le monde, ça va, mais quand c'est les enjeux de jeunes hommes qui sont non mariés, qui se préparent à avoir certains types de relations, ça donne une couleur particulière à ça. Puis la fameuse idée des natifs du numérique, l'article de Prensky lui-même est revenu de ça, mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est par la date de notre naissance que ça détermine notre comportement en ligne? C'est absolument pas le cas. À l'université, c'est pas ça qu'on voit. Ou encore, c'est par l'appropriation des C'est ça. Alors, on peut être résident du numérique. Si le numérique a une importance pour nous, moi j'ai des étudiants qui ne sont absolument pas, qui sont des visiteurs du numérique, qui vont de temps en temps aller chercher quelque chose qui est tout à fait valable. Mais c'est de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre identité ou non? Puis ça a un rôle à jouer. Il y a des gens qui peuvent s'en passer à journée longue. Geoffroy? Bien, effectivement, j'allais justement dire le mot résident. On peut habiter le numérique ou on peut y aller et ressortir. Et effectivement, le numérique n'est pas une... Pardon, les mutations du numérique sont derrière ce qu'on vit. Et puis, cette accélération-là que l'on vit, qu'on constate, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'être raccroché toujours au numérique. Anecdote de quelques secondes, j'ai reçu un téléphone avant-hier, que mon téléphone est sur Internet, sur mon site web, et la personne, une fille, un peu en détresse psychologique, dit je ne sais pas si mon ancien boss est en train de m'observer dans mon profil, je ne comprends pas. Et son réflexe, parfois ça m'arrive, elle a été sur le web, elle a cherché expert médias sociaux pour se faire rassurer. Je ne sais pas c'est qui, parce que c'était un numéro confidentiel, elle ne m'a pas dit son nom, j'ai dit dans quelques années tu me diras que c'était toi, mais elle a eu besoin de s'exprimer. Donc il y a une espèce les jeunes peut-être le vivent plus que nous, parce qu'ils sont dans cette instantanéité, dans les relations sociales, et elle était en détresse psychologique face au numérique, là, à des usages. Donc, derrière, c'est très humain, le numérique. Là. Ça nous fait revenir à nos peurs et nos... Mais j'aimerais quand même revenir dans le domaine de l'éducation, si vous permettez. C'est parce que vous avez parlé de visiteurs du numérique, vous avez parlé de résidents du numérique, et on constate que dans le domaine de l'éducation, et particulièrement au niveau décisionnel, on a plusieurs personnes qui sont des visiteurs du numérique et qui ne comprennent pas ce qui se passe du côté des résidents. Je vais reciter encore Prensky. Lorsque je l'avais rencontré il y a quelques années de ça, il était venu à Montréal. Maintenant, on parlait justement de cette problématique-là. Et Prensky me regarde et dit « Well, they don't know what they don't know. » Ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Et là, ici, il y a un danger en ce moment. Jean-François. Absolument. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un danger. Et vous savez, quand on parle de gouvernance numérique, quand on parle de comment on peut changer les pratiques de gestion de façon globale, que ce soit en éducation ou dans d'autres secteurs, le numérique est un puissant levier, une opportunité fantastique de faire mieux dans nos façons de faire, dans nos façons de décider, dans nos façons de gérer. Donc, il y a des gens à travers le monde qui sont en avance par rapport à ça et qui utilisent le numérique pour se connecter davantage sur l'évidence de ce qui fonctionne, avoir des données vraiment démontrées, des données factuelles pour permettre de savoir se mesurer, se comparer et faire en sorte qu'on puisse améliorer la performance des organisations parce qu'on est capable de mesurer ce qu'on fait et savoir aussi ce que fait l'autre à côté de chez nous. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut je pense, envisager. Avant, Geoffroy, avant que vous réagissiez, j'aimerais quand même donner la parole à Sophie. On ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Sophie, vous avez entendu vos trois collègues. Est-ce que vous pouvez réagir? Oui, en France est sorti il y a un mois à peu près un livre très intéressant d'une journaliste du Monde, Laure Belot, apte, curieuse de tout, et son livre c'est La déconnexion des élites. Et elle montre de façon très fine, à partir d'un tas d'interviews de nos terrains, que les décideurs croient comprendre, mais que globalement ils prennent Internet pour un outil et pour un média, et qu'ils n'ont pas compris que les effets majeurs d'Internet sont
transformation sociétale. Donc ils croient qu'ils maîtrisent Internet parce qu'ils voient les infrastructures, les tuyaux, ils voient l'outil de communication, mais ils ne voient pas les changements de place, les changements de pouvoir, une société plus horizontale, plus ascendante, etc. En fait, il ne faut pas le lien entre les effets sociaux du numérique et les instruments qu'ils mettent en place dans les écoles. Et pour l'école, pour l'éducation, un de nos amis, Stéphane Distinguin, qui est un entrepreneur du numérique à Trano, dit souvent que son expérience de 20 ans, c'est que plus on a été dans le virtuel, plus on a eu besoin de se rencontrer, de se voir, de travailler ensemble. Et nous, dans mon centre de recherche, dans mon université, on se dit qu'avec la déferlante des MOOC, donc on pense que ça virtualise l'université, ce qui est vrai à certains égards, on voit bien qu'on a de plus en plus besoin de lieux communs, au sens propre, de totems comme ça, de lieux où se rencontrer. Et c'est pour ça qu'on commence à tour de bras, à faire des Fab Labs, des clubs étudiants, des lieux de vie dans l'université, des lieux où les savoirs, disons, donnés automatiquement, peuvent être discutés en face à face dans la pensée critique. Et moi, je vois ces lieux numériques comme une resocialisation très très forte et un retour du face à face et de la conversation et de l'atelier et du débat sur place que justement les lieux scolaires doivent gérer énormément. Alors peut-être que c'est pas tant la question de l'équipement de nos écoles qui compte et de la pédagogie numérique que des formes nouvelles de resocialisation que le numérique entraîne pour débattre, brasser sans discussion. Je vois ici Alexandre qui ne cesse de hocher la tête. Bonjour. Oui. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Bien, surtout sur le fait d'être vraiment dans le contexte. Quand on parle de la division entre résidents et visiteurs du numérique, c'est des Britanniques, des chercheurs britanniques sur l'éducation spécifiquement qui sont venus avec ça. Mais on dit que des visiteurs, des fois, des touristes vont prendre certaines décisions à l'égard de quelque chose, de dire il faudrait que ça soit de telle façon. Et puis, ce qui arrive dans certaines écoles, moi, je suis conseiller pédagogique à la vitrine technologie d'éducation dans le milieu collégial, puis il y a des gens qui vont prendre des décisions par rapport à ce qui va se passer dans une classe sans mettre les pieds dans une classe. Puis je pense qu'il y a un problème là. Nous, on est des gens de terrain, puis on veut vraiment voir ce qui se passe sur le terrain, mais souvent, les décisions sont prises par des gens qui n'ont même pas visité le numérique, qui n'ont pas vu ce qui se passe là. Et ce qu'ils ne savent pas, ils vont juste comparer à d'autres choses qu'ils vont comprendre plus ou moins. Alors, je pense qu'il faut vraiment s'ancrer dans le réel, dans le concret. Est-ce qu'à terme, parce qu'on parle beaucoup du numérique et du changement, changement qui, très souvent, à bien des personnes, fait peur. On parle du changement sur l'humain, changement au niveau des professeurs, des élèves, des parents, des gardiens des grandes organisations. Mais est-ce que le numérique, dans le fond, ne pourrait pas, à terme aussi, changer tout simplement l'éducation? Geoffroy? En fait, une des clés pour ça, oui, la réponse est oui. Une des clés pour faire le pont entre les technologies qui... Et comment aussi, en passant? Oui, bien sûr. Donc, les technologies, il y en aura toujours des nouvelles, de plus en plus précises avec les tablettes, il y a tellement d'applications. On s'en va vraiment dans un foisonnement de possibilités technologiques. Et le pont entre les apprenants qui ont des fois la misère à accueillir ou à s'intégrer ou s'approprier, ce sont les fameux usages numériques. Parce qu'une technologie, on ne peut pas juste la manipuler pour comprendre, il faut avoir les usages, et on a tous des usages numériques. Peu importe si on est très connecté ou pas connecté. Il y a quelques années encore, les gens avaient un peu peur d'aller sur leur compte bancaire en ligne, question de sécurité ou les cartes de crédit. Aujourd'hui, on est déjà rendu à une autre étape par rapport à ça. Il y a une plus grande population qui fait ça. Donc, c'est ça les usages, c'est la façon d'aller augmenter les compétences des gens. Donc, c'est de la littératie, ultimement, numérique. Comment outiller, comment décoder ce que je fais avec Skype. Bien, Skype en soi, il y en a plein d'autres applications qui font la même chose avec Google maintenant, Google Hangout ou d'autres plateformes. Mais les gens le font, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà dans le numérique. C'est ça la chose. Jean-François Gauthier, comment le numérique pourrait-il arriver à terme à changer l'éducation elle-même? Bien, moi, je pense que d'abord, il faut comprendre qu'il est maintenant temps de se faire un projet collectif, un nouveau projet collectif, et particulièrement dans le domaine de l'éducation. Le numérique et les changements de société qu'il génère font en sorte qu'on est en droit maintenant de se faire un projet qui va nous rassembler, qui va nous permettre de nous réapproprier ce qu'on a comme valeur profonde et ce qu'on est comme peuple ici, et faire en sorte qu'on puisse assurer notre avenir. Donc, on a un projet à construire, et la bonne nouvelle, c'est qu'à tout le moins, on peut espérer,
Vous savez que le premier ministre a dit que le Québec se doterait d'un plan numérique en septembre dernier. En septembre prochain, dans le cadre... Ça fait plusieurs premiers Ça ministres fait que plusieurs j'entends premiers- dire, je vous dis ça Oui, mais comme ça. c'était Là. quand même la première fois qu'un premier ministre, après avoir participé à un événement de 2 jours et demi sur lequel on a parlé d'innovation numérique spécifiquement, c'était quand même la première fois qu'un premier ministre prenait un engagement formel pour doter le Québec d'un plan numérique pour l'ensemble de la société. Maintenant, le prochain événement qui est organisé dans le même ordre porte sur l'éducation. Donc, on espère qu'à travers ces différentes tribunes, que les décideurs publics vont concrétiser leur engagement et faire en sorte qu'on puisse ensemble, monde de l'éducation, monde de la santé, monde de la science, il y a lieu maintenant de réfléchir sur comment on peut tirer avantage collectivement de ces changements-là. Alexandre, je vous repose à vous aussi cette même question-là, en ajoutant peut-être quelque chose aussi. On parlait tout à l'heure de confiance. Comment les citoyens aujourd'hui ont perdu confiance en l'école, et particulièrement à l'école publique. Et est-ce que, je vous repose donc la question, le numérique pourrait arriver à changer l'éducation elle-même et à redonner confiance aux citoyens, que ce soit le parent, que ce soit la société civile, que ce soit les enfants eux-mêmes, les élèves? Il y a Mario Asselin qui parlait tout à l'heure des clubs, donc des MOOC, les classes libres en ligne ouvertes à tout le monde. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'espoir dans quelques petites choses. Mais ce qui ont tendance à oublier, c'est que le rôle même de tous les enseignements, les établissements d'enseignement, de toutes les écoles, de toutes les universités, de tous les collèges, est lui-même en train de changer. Est-ce que c'est d'apprendre aux gens à écrire ou lire? On peut faire ça avec d'autres outils. On n'a pas nécessairement besoin de l'école pour apprendre à lire ou à écrire. Est-ce que c'est la numératie? Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. L'apprentissage par les pairs, l'apprentissage dans la famille, c'est très fort aux États-Unis pour des raisons parfois religieuses, mais même le modèle d'affaires des institutions d'enseignement est en train de changer. Est-ce qu'on est en train de former des employés d'usines? Pas tellement, mais c'est quand même encore un modèle. Ken Robinson et plein d'autres personnes ont parlé beaucoup de ça, du fait que le modèle des écoles jusqu'à maintenant est très, très, très similaire à ce qui était il y a 100 ans. Il y a quelques classes d'apprentissage actif, mais essentiellement, c'est quand même le modèle que quelqu'un qui nous dit quoi apprendre. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que l'école elle-même est un lieu où les apprentissages se font, mais avec des projets qui vont être peut-être divergents, qui vont converger à certains moments, mais il faut se dire qu'il n'y a pas nécessairement une école pour tout le monde. Il y a des modèles d'apprentissage qui peuvent se retrouver là, mais qui se retrouvent beaucoup ailleurs. Sophie, vous la voyez comment, l'école, dans 10 ans, dans 15 ans? Dans 15 ans, je ne sais pas, mais un des effets du changement de l'école par le numérique, c'est vraiment l'extension de la communauté éducative, c'est-à-dire que pour nous amoureux, les parents, et même d'une certaine façon, les gens qui n'ont pas d'enfants, parce que l'école, ça concerne la société au-delà de papa, maman, grand-père et grand-mère, sont beaucoup plus partie prenante de ce qui se passe dans l'école. Par le biais de la communication directe, mais de façon générale, y compris chez nous, c'est les régions, le conseil général, les mairies, sont bien plus intéressés à ce qui se passe dans l'école qu'auparavant. À la fois parce qu'ils participent aux équipements techniques, aux décisions, mais aussi parce que des choses qui n'étaient pas visibles sont visibles. Par exemple, le travail enfantin. Avant, on affichait de temps en temps des dessins que par les enfants, on donnait des dessins. Maintenant, on voit des blogs, on voit de la recherche, on voit la façon dont des enfants travaillent via Internet sur des sujets comme la vie des fourmis, les phasmes, le climat, etc., etc. Donc je crois que le travail du savoir est rendu bien plus visible par le numérique et que du coup, l'école pourrait, dans 15 ans, intéresser beaucoup plus qu'elle m'intéresse aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'école, c'est toujours pour dire que ça ne va pas, que le niveau baisse, etc., et pas refaire. Et je pense que le numérique montre des tâches d'innovation, des expérimentations, la diversité, les initiatives, la qualité. Ah, zut. On l'a perdu. Sophie, revenez-nous, c'est intéressant. Vous nous direz si elle revient, hein, parce qu'on veut continuer avec elle. Pas de réponse pour l'instant? Zut. Bien, on va continuer. Je pense que Sophie amenait d'excellentes pistes. Et peut-être que j'aimerais vous amener aussi sur... Parce que Sophie élevait un peu... il y a une perte de confiance en l'école. Il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés avec l'école. Et bon, on parle beaucoup de l'école elle-même. On a parlé de ces changements à venir pour l'école. Mais en même temps,
on a les maîtres qui sont là, les enseignants, les professeurs, appelez-les comme vous le voulez. À terme, il va falloir revoir la formation. On parle beaucoup de problèmes de formation, justement, depuis les dernières semaines. Alors, comment va-t-on revoir la formation des maîtres? Est-ce que le numérique va instinctivement changer la façon de faire, la façon d'enseigner? Est-ce qu'on va parler dans 10-15 ans d'ici d'enseigner, point? Alexandre, je vous vois là, faire toutes sortes de signes. C'est parce qu'il y a eu un bel échec. Le programme de MIT, de Negroponte, One Laptop per Child, d'avoir un ordinateur portatif pour chaque enfant, c'est un échec. C'est vraiment un échec. Il y a eu des tentatives. C'était très du haut vers le bas. Et puis on se disait, oui, les gens vont se l'approprier tout de suite. Mais c'est pas ça qui se passe. Il faut avoir une transition quand même. Alors les enseignants, je les côtoie à la journée longue. Et puis ce qu'ils me disent facilement, c'est « Ah, j'ai un programme à couvrir. J'ai de la matière à couvrir. » Moi, ce que je pense qui est la clé là-dedans, c'est simplement leur poser la question, est-ce que c'est à toi vraiment de couvrir la matière ou c'est aux apprenants de la couvrir eux-mêmes? Puis c'est juste un petit déclic. C'est pas de faire une formation complète de 5 jours d'atelier sur comment utiliser l'iPad à l'école. De la couvrir ou de la découvrir? Tout à fait. Alors, c'est de simplement mettre la puce à l'oreille des gens, de leur dire, bien, pensez à votre rôle. Votre rôle, c'est, pour un enseignant, c'est d'aider les apprenants à apprendre. De fournir un contexte pour ça. Alors, Mario Asselin parlait du fait que c'est la mise en réseau qui donne confiance à l'école. Mais c'est aussi parce qu'on a un partage d'expertise qui est possible. Alors, ce n'est pas simplement il faut couvrir le programme puis l'ensemble des compétences, c'est de se dire qu'en ayant notre expertise qui est mise en réseau, on a un réseau de confiance. Quand on fait quelque chose, on sait que ça a une réponse quelque part. Quand on parle des badges, on sait qu'il y a des gens qui reçoivent des badges et qui vont lui donner une valeur au badge. Geoffroy? C'est exactement ça. C'est les enseignants qui sont au cœur aussi de la transformation là, des écoles et il faut les outiller tout au long de leur parcours professionnel. Donc, développer des compétences auprès des enseignants, qui est un des volets qui doit être travaillé, et la reconnaître aussi leur implication, pas de la surtâche. Parce qu'il y en a tellement d'enseignants, pour être un papa bénévole dans mon école primaire de ma fille, je vois passer des enseignants qui sont motivés, ils travaillent le week-end, la semaine, ils ne sont pas du tout chez eux à attendre leur chèque de paye, et ils se dévouent malgré tous les morceaux qui tombent sur la tête. Exemple, on va augmenter encore le nombre d'élèves, on a moins d'accompagnement technique ou de soutien pédagogique. Et c'est tout ça, c'est vraiment l'écosystème, c'est la classe. Beaucoup de gestion de classe, très peu de temps pour les Vous avez dit un mot intéressant, vous avez dit le mot « parent ». On a parlé des élèves, on a parlé des enseignants. Les parents, est-ce que les parents ne pourraient pas jouer un rôle important aussi? Ils doivent jouer un rôle important. Oui, tout à fait. Il me semble que ce rôle-là a été un peu occulté par l'école aujourd'hui. Beaucoup de structures où on implique les parents et tout ça, mais lorsque vient le temps de dire, OK, il faut participer avec vos élèves, vos jeunes, là, soudainement, moins, on les voit moins. Est-ce qu'il ne faudrait pas ramener aussi le parent au centre de ces préoccupations-là, qu'il devienne lui-même une espèce de passeur de savoir? Je suis un des premiers à applaudir parce que je le fais. Et comment faire? Oui, le comment faire, c'est d'ouvrir l'école. Parce que l'école, même au niveau du numérique, les sites web des écoles, ceux qui en fréquentent ou qui en ont, les sites web sont rarement bien entretenus, surtout au niveau public. Donc, on a peu d'accès à ce qui se passe dans l'école et il y a beaucoup de sécurité, c'est normal. Il y a beaucoup de protocoles de sécurité. On ne peut pas rentrer dans les cours d'école lorsqu'ils sont là, heureusement, dans les contextes. Mais l'accès à l'école passe par les parents qui s'impliquent, mais aussi l'accueil des parents. Et ce n'est pas tous les directions d'école qui ouvrent leurs portes aux parents pour les faire participer à la pédagogie, ultimement, de leurs enfants. Et il y a tout le rythme effréné aussi qu'on vit actuellement. Les enfants, j'en vois arriver à l'école, ils sont à 7h10 à l'école, puis ils repartent à 6h moins quart. Ils passent la moitié de leur journée au complet. On ne ferait pas ce rythme de travail-là, nous. Exactement. Nous, on serait... À moins de travailler dans un journal, ça serait un autre ça dépend. Jean-François, tout à l'heure, je vous vois réagir. Vous aussi, vous avez le goût de parler. Ben, et je ne vous ai pas oublié, c'est à vous. Non, allez-y. tout à fait. Et j'écoute mes collègues et je partage en très grande partie ce qui vient d'être mentionné. D'abord, pour ce qui est du côté des enseignants, à mon avis, le problème n'est pas là. Les enseignants, oui, ils font déjà du travail en réseau. Je pense qu'une des clés est là. Sauf que les enseignants seuls ne peuvent pas y arriver. Si le système ne change pas, ne s'adapte pas à la collaboration qui émerge de partout, aux jeunes qui pensent nativement en collaboration et qui veulent travailler en réseau nécessairement, si le système scolaire ne permet pas, ne reconnaît pas, puis ne donne pas
vraiment de reconnaissance à ceux qui sont les meilleurs en réseau, à ceux qui performent, à ceux qui font rayonner la communauté, qui travaillent en communauté, on a là un problème. Donc, pour moi, la question est fondamentale, c'est comment on fait pour se doter d'un modèle d'affaires, justement, on en parlait tout à l'heure, mais une vision de où on veut aller. Il y en a qui vous fait grimper des rideaux, là. Vous associez modèle d'affaires et école ensemble. Je suis sûr qu'il y en a ici quelques-uns là, qui entendent ça, là, puis les griffes leur sortent, ils sont déjà accrochés au plafond par la peau des ongles. Mais parlons-en. Moi, dans ma tête, il est impensable, parce que je dis affaires, pas dans le secteur, dans la façon, je pense qu'on se comprend très bien. Hein. On parle d'un modèle d'affaires au niveau générique, là, dans le sens où ça donne une vision de là où on veut être, là où on veut aller. Dans ma tête, c'est ça une vision de l'avenir. C'est une vision de nos affaires, que sont l'école, que sont le système public, peu importe. Il reste qu'on a à se faire ce nouveau plan d'affaires-là, parce que c'est inconcevable que dans le secteur public, on ne sache pas où on veut être dans 3 ans, dans 4 ans, quel est le cible qu'on veut se donner, et surtout concrètement, quels sont les moyens qu'on se donne pour atteindre cette cible-là. Donc, il faut qu'il y ait cette réflexion-là et qu'on fasse en sorte, ensemble, de contribuer, parce que ce n'est pas seulement aux gens qui sont en autorité actuellement à le faire. Je vous signale, messieurs, et on me fait signe ici très discrètement en arrière, mais là maintenant, c'est plus discret du tout. Alors, il nous reste encore 10 minutes et on a encore plein de sujets à aborder. Donc, est-ce qu'on a retrouvé Sophie? On l'a définitivement perdue. Ce qui est bien triste parce qu'on s'était bien parti, on avait cette perspective-là aussi avec la France qui était intéressante et on trouve ça bien dommage. Et si elle nous entend, Sophie, malgré tout, ben écoutez, ça fut un plaisir, vraiment. Je pense que les 4 ici, on apprécie beaucoup. Donc, écoutez, on continue à parler de cette école, de ce changement aux enseignants, tout ça. On a parlé des élèves, on a parlé de l'école, on a parlé de l'enseignement, de la société. Parce qu'en quelque part, tous les citoyens peuvent avoir un impact sur l'éducation aujourd'hui. Et le numérique change en ce moment partout dans notre société. C'est vraiment, il y a des impacts dans tous les domaines de la société. Mais comment nous, citoyens, même si je n'ai pas d'enfants, par exemple, comment puis-je avoir un impact sur ces changements en cours en ce moment et auxquels je voudrais participer? Sans dire que, par exemple, j'ai fait un choix très personnel de ne pas avoir d'enfants. Soit, mais je reconnais ici la valeur de l'éducation dans notre société. Je vois les changements qui sont en cours. Comment, moi, citoyen, puis-je participer, ou encore peut-être que je suis un grand-parent et puis qui n'a plus rien à voir, mais qui aimerait continuer à participer. Vous parliez tout à l'heure de l'éducation, de processus permanent. Mais allons au-delà de ça. Comment la société, elle, peut s'impliquer à l'aide des outils numériques pour faire évoluer, changer l'éducation? En fait, on parle vraiment d'innovation sociale dans ce cas-ci ou d'éducation populaire. Il y a beaucoup d'organismes terrains qui accompagnent dans les quartiers, partout au Québec, les gens dans leur appropriation des connaissances au niveau de la lutte contre la pauvreté. Il y a beaucoup de formations qui se fait sur le terrain. Et justement, aux Nations unies, comme je reviens en 2015-2030, ils veulent refaire et qui permettent, entre autres, de se fédérer, de se retrouver ensemble à l'aide, entre autres, des technologies numériques. Tout à fait. Il faut le dire. Ça permet de se connaître, de se rencontrer. Parfait. Mais l'apprentissage, comme une ville, est un lieu d'apprentissage. Hein. Les fameux tiers-lieux, on peut penser à des Fab Labs, mais à des bibliothèques, à des musées. C'est des lieux citoyens qu'on peut accéder pour, justement, avoir un apprentissage informel et un apprentissage dans un contexte communautaire ou à travers la communauté. Et il y a un mouvement très fort de enfin reconnaître ces lieux-là pour la participation citoyenne, pour le développement des compétences et la reconnaissance des acquis et d'avoir une certaine solidarité ou une co-création, parce que oui, il y a le monde scolaire, oui, il y a le monde du travail, mais le monde communautaire ou le social, et c'est là que ça va se passer, c'est là qu'on est dans notre quotidien, là. On est dans notre rue. Là. Bien, en tant que citoyen, on est un peu partout, on a les pieds un peu partout dans tous ces domaines-là, que ce soit dans l'éducation, soit qu'on on a terminé notre éducation, soit qu'on l'est encore, soit qu'on veut s'impliquer. Dans la société civile, un peu partout, dans le monde du travail, on a tous des petites mains un peu partout. Donc, c'est de voir tout ça. Alexandre? Bien, on va parler un peu demain, c'est que maintenant, il y a toutes sortes de lieux où l'apprentissage se fait. C'est que ce n'est pas seulement l'école. L'école est hors de ses murs. Ce n'est pas juste une salle de classe. Ça peut être des cafés, des musées, des bibliothèques, des Fab Labs, des centres communautaires. Il y a des choses qui se passent là qui sont des lieux de rencontre, de contact, des points de contact. On parle des musées en anthropologie en tant que point de contact. Il y a un contact culturel qui se passe. Mais c'est un peu ce qui se passe dans toutes sortes d'autres lieux. Et quand on voit des gens
Par exemple, avec Communautique, on avait fait un café Internet. On avait aidé à implanter un café Internet dans un centre pour personnes handicapées avec des handicaps intellectuels. Puis il y avait des gens qui étaient handicapés intellectuels qui enseignaient à comment utiliser des ordinateurs à des personnes âgées. Alors, quand c'est des gens qui peuvent enseigner aux autres, que ce soit des jeunes, des adolescents qui peuvent enseigner à des adultes qui sont sur le marché du travail, comment utiliser certaines choses ou comment comprendre ce qui est en train de se passer autour d'eux, il y a quelque chose de ça qui est par la mise ensemble. Le communautaire vient dans les établissements d'enseignement et vice-versa. Les établissements d'enseignement, on peut aller dans les cafés, faire des conversations publiques. Il y a de l'apprentissage qui se fait, il y a de l'enseignement qui se fait, mais il y a surtout une mise en commun qui est en train de se faire. C'est qu'on n'est pas les uns contre les autres, on n'est pas des petites parties de la société, on est tous ensemble dans un casse-tête qui est très complexe. Mais en même temps, ce que vous dites, c'est qu'on est en train de faire exploser le lieu physique qui est l'école elle-même. Il s'explosait déjà, mais il se réapproprie. Les bibliothèques sont en pleine transformation ces temps-ci parce que les bibliothécaires, c'est les héros et les héroïnes de la société de l'information, puisque c'est des gens qui s'occupent de l'information, puis qui se disent, ben si ce n'est pas des livres, c'est pas grave. Ce n'est pas des gens qui s'occupent de livres, c'est des gens qui s'occupent de la connaissance à travers l'information. Alors, ces lieux-là sont en train de se refaire. Puis on a besoin de lieux, on a besoin de points de ralliement physiques, concrets, là où les gens vont se voir. Vont pouvoir se saluer, vont pouvoir... Ah oui, je me rappelle que tu travaillais là-dessus. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, entre autres pour les bibliothèques. J'ai visité récemment encore une bibliothèque à Montréal, la bibliothèque Le Boisé à Ville-Saint-Laurent. Imaginez-vous, on est un dimanche. On est en congé tout le monde. Alors imaginez-vous un stationnement qu'on imaginerait normalement fait pour une aréna. Donc des dizaines et des dizaines, des centaines d'automobiles qui sont là. Vous rentrez à l'intérieur de la bibliothèque, il y a des files d'attente pour enregistrer ses livres. Des files d'attente un dimanche pour enregistrer ses livres. Des petits salons un peu partout où ça discute. Et vous avez non pas un bibliothécaire qui vient vous voir et qui fait « Chut ». Mais non, vous avez des gens qui viennent là et qui viennent, au contraire, stimuler la conversation. Vous amenez avec eux dans ce grand univers-là qui est la bibliothèque, où on a à l'endroit des grands écrans où les enfants vont jouer à des jeux vidéo. Et on entend tout ça. La bibliothèque devient un lieu vivant. Est-ce que cette bibliothèque-là, ce lieu vivant, il ne faudrait pas le recréer aussi à l'intérieur de l'école? Parce qu'en ce moment, bon, alors, à part quelques rares exceptions, aujourd'hui, on connaît la situation des bibliothèques dans les écoles. Est-ce que, dans le fond, ce lieu vivant, ça ne pourrait pas être la bibliothèque de revoir? Vous me faites un grand signe, vous me dites 5 minutes? C'est 5 minutes. Geoffroy. Mais effectivement, il faut que. Et après ça, c'est avec toi, Jean-François. Je sais que tout à l'heure, tu retiens, mais tu vas tout faire, y compris la conclusion. Je vais faire court. En fait, effectivement, l'école, le rôle de l'école doit être repensé dans son écosystème. L'écosystème d'un quartier, d'une ville, les commissions scolaires, ils doivent repenser le rôle des points de contact scolaires qui sont très bien structurés et structurants pour un quartier, pour une ville. Mais il faut intégrer tous les fameux lieux qu'on a parlé et aussi le marché du travail. Oui, utilitarisme, mais il faut l'intégrer, le monde du travail aussi, dans ça. Jean-François, là, c'était vous. Il n'y a plus personne qui parle, promis. Mais ce que je voulais surtout vous m'exprimer, c'est sur la question que vous adressiez tout à l'heure. C'est-à-dire comment on fait comme citoyen pour influencer et s'impliquer positivement. Bien, moi, je vais vous donner quelques exemples. Il y a des possibilités aujourd'hui, avec le numérique, de créer des réseaux absolument fantastiques. À partir du moment où on accepte comme citoyen, puis moi, c'est la première condition, elle n'est pas facile à respecter, c'est de mettre de côté le cynisme. Donc, il faut accepter qu'on a des ponts à recréer avec les organismes publics, avec les décideurs publics, et il faut aider à construire ces ponts-là, ces nouveaux ponts-là, qui sont malheureusement à faire et qu'on doit Mais ça, le numérique, les réseaux sociaux peuvent aider justement à recréer, à tout le moins. Absolument. On va voir si après ça, on va franchir ces ponts-là. Mais il y a des gens... Mais au moins, construire le pont. Exact. Il y a des gens qui travaillent ensemble pour aider à rétablir ces choses-là. Je vous parle, par exemple, d'un groupe qui s'appelle Démocratie ouverte, qui est très actif du côté français, qui est actif aussi au Québec maintenant, et qui aide, met ensemble des gens qui croient qu'il est possible de rétablir la confiance et qui mettent en réseau le travail des uns et des autres pour faire en sorte de faire avancer la société, de faire en sorte qu'on soit capable de se donner ensemble un projet qui va nous permettre d'effectivement adresser les problématiques qu'on vit. Mais pour en revenir à ce qui était mentionné tout à l'heure par rapport au lieu commun, au lieu de travail, effectivement, c'est
c'est une opportunité fantastique. Ici, à Québec, je faisais visiter la bibliothèque Monique Corriveau, mais c'est fantastique. Aussi, Ce très lieu-là belle. est extraordinaire. On crée, avec ces nouveaux lieux-là, des opportunités d'échange, de partage, de sociaux, qui font en sorte que les gens s'y retrouvent et les gens sont capables d'apprendre ensemble à faire autrement. Écoutez, tout ce qui manque là, c'est des livres et une cafétéria, puis je vivrai là, moi. Absolument. Messieurs, on est rendu à la toute fin. En 1 minute, bonne chance, un résumé, une conclusion. Alexandre. Ben, on n'a pas beaucoup entendu la salle, mais on a pu lire certains tweets. Le point sur les Fab Labs est très important. Il ne faut pas oublier que des Fab Labs, ce n'est pas seulement des imprimantes 3D et puis du matériel, c'est une façon d'apprendre ensemble. C'est de documenter des projets, de faire ses propres projets qui peuvent aller dans toutes sortes de directions, mais on se met ensemble pour créer de la connaissance, pour apprendre ensemble. Ce n'est pas seulement des bébelles, des gadgets, c'est vraiment de pouvoir apprendre ensemble. Jean-François. Moi, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, mais que tu as dit tout à l'heure, des mots que j'aurais aimé tellement pouvoir dire, c'est l'idée de réapprendre à gérer notre information. Il faut se réapproprier la gestion de notre information, être moins obsédé par la gestion des technologies globalement et faire en sorte qu'on se réapproprie ce domaine-là qui est la gestion de notre information, qui va nous permettre d'assurer l'avenir de nos enfants et la pérennité même de notre langue. Geoffroy. En lien avec le thème, justement, entre humanisme et utilitarisme, je dirais que l'école, son rôle, c'est de donner un sens via des compétences, des connaissances, des interactions, donner un sens aux gens dans leur rôle social. Je crois que c'est vraiment la pierre angulaire pour créer la confiance, pour créer de la valeur, que tout le monde va dans la même direction, ou en fait, au moins, mettre l'épaule à la roue, c'est créer une confiance via qu'on va obtenir assez de compétences pour apprendre, parce qu'on va être dans une boucle très rapide d'apprentissage. Donc, vraiment, mon point, c'est vraiment que c'est le rôle social, c'est ça qui nous permet de participer. Donc, l'école, c'est vraiment pour générer des rôles sociaux. Messieurs, je vous remercie beaucoup. On peut les applaudir. Je pense que... On va passer à la période de questions, la période de conversation avec vous, la salle. Moi, vous savez ce que j'espère aujourd'hui de cette conversation-là, parce que je l'ai dit dès le départ, c'est un peu comme le sort du monde. On n'allait rien régler ici aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais plutôt, et ce que je souhaite beaucoup, j'ai vu plusieurs jeunes ici dans la salle, ce que j'espère, c'est qu'on a semé des graines ici. Parce que ce changement-là, il ne viendra pas immédiatement. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que les graines qu'on a semées dans la tête de chacun de ces jeunes-là aujourd'hui, ce que vous avez dit, les propos que vous avez dit, les idées que vous avez lancées, ça puisse leur servir et qu'on puisse voir peut-être dans 10-15 ans d'ici. Vous savez, tout à l'heure, je posais la question, où sera l'école dans 10-15 ans? Bien, c'est probablement eux qui vont l'avoir fait, qui vont l'avoir refait, qui vont l'avoir fait à leur image, à leur façon de voir la vie et de leur implication dans la société. Alors, voilà, c'est la période des questions. Là, en ce moment, est-ce qu'il y a des gens au micro? Je vois deux, premier mot, deux doigts, premier mot. Je vois absolument rien, j'ai un réflecteur ici. Alors, tout ce que je vois, c'est on cherche un micro, c'est ça? On cherche un micro, OK. Voilà, donc on peut continuer encore de parler 2 minutes. Jean-François, vous vouliez dire des choses? On va vous donner le... Ah, voilà le fameux micro. Vous vouliez quand même revenir sur un truc. Finissez le don tant qu'à y être. On vous la donne, cette minute-là. C'est trop gentil. Juste revenir sur la question de la gestion de l'information, parce qu'on n'a, à mon avis, pas assez parlé de cet enjeu-là. Oui, OK. Donc, la gestion de l'information, c'est de quoi on parle de façon globale? C'est simplement de... L'information, pour nous, c'est l'énergie du 21e siècle. C'est ce qui va permettre à nos jeunes de se réapproprier l'économie, faire en sorte qu'ils puissent construire une école qui leur ressemble. Il faut apprendre à gérer ce bien collectif-là, cette ressource-là qui nous appartient à tous, et qu'on ne doit surtout pas laisser faire. Parce que les conséquences de laisser faire ça, c'est faire en sorte qu'on soit des colonisés du numérique, enfin, soit de sous laisser le contrôle d'autres des grands. s'approprier cette Parce information. qu'ils sont déjà en train de le faire. Vous savez, Google, le plan d'affaires, c'est gérer l'information du monde. Est-ce que c'est, si on considère l'Internet comme toute la connaissance du monde, est-ce que c'est normal que ce soit Google qui soit à la porte d'entrée? Absolument pas. Mais ça, c'est un commentaire éditorial aussi. Donc, on a ici des micros. Est-ce qu'on a des gens? Apparemment, on a une question à Vesoul. Alors, on a quelqu'un qui va adresser une question. Allez-y. À Vesoul, en France.
Alors, je pense qu'ils ont des questions pour tout à l'heure dans le cadre de Petites Poussettes. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ici? Ça m'étonne de ne pas voir Mario Asselin se lever et dire, j'ai Des une commentaires, question. peut-être? Normalement, il faut l'arrêter plutôt. Et même le frapper brutalement pour l'arrêter. Mais déjà, c'était bien de voir que Jacques Coul reprenait confiance en l'espèce humaine. C'est pas mal, ça. Donc, des questions. Parce que si vous attendez que je descende et que je m'en aille vous voir avec le micro, et je serai très bien capable de le faire, je souhaite donc un volontaire. Ici, on a des élèves en avant. Peut-être qu'eux ont des questions, des commentaires. Excellente initiative, on approuve ça. Qui va parler? Un brave, une brave. Non, regardez, moi j'en pointe un ici, là. C'est lui qui va parler. C'est le deuxième ici avec lui. Oui, celui-là, oui. Alors, un commentaire, une question. Je ne sais pas vraiment quoi dire, là, mais on parle depuis tantôt que pour nous, il faudrait changer. Mais pour les élèves, là-dedans, on n'en a pas vraiment parlé, eux autres. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de la technologie? Dans le fond, est-ce qu'un simple crayon et un papier ne serait pas suffisant avec des livres et dire est-ce qu'on a vraiment besoin de la technologie ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment important? Bonne question, ça. C'est intéressant. Puis souvent la Alexandre? réponse, c'est que les gens ne veulent pas. Quand on demande aux élèves vraiment de prendre leur propre décision par rapport à la technologie, souvent, ils vont dire non. C'est souvent les administrations scolaires et universitaires et collégiales qui vont dire « Ah oui, maintenant, on va avoir des cours en ligne. » Puis des gens qui disent « Non, je préférerais l'avoir en classe. » Alors, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on ne pose pas la question. Mais à quoi va servir la technologie d'abord? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien, souvent, ce dont on se rend compte, c'est que c'est bon de faire des cloisons entre certains outils. Il y a des outils qui sont très utiles en classe, il y a des outils qui ne sont absolument pas utiles en classe. Utiliser Facebook pour une école, c'est souvent un désastre. Mais par contre, il y a des outils qui sont extraordinairement utiles pour des classes. Alors, c'est de prendre des décisions ensemble, finalement. Puis de faire des projets ensemble, de se dire, ah, ben celui-là, on va l'essayer. Pas juste de dire, oui, on devrait tous l'utiliser, mais on va l'essayer ensemble. Wow, vous m'interpellez, vous là. Utiliser Facebook dans une école, c'est souvent aller vers un désastre. Est-ce que c'est un désastre pour vous autres, l'utilisation de Facebook en tant qu'étudiant? Non, en classe. En classe? Il n'y a pas accès en classe. Bon, c'est peut-être ça le problème. Ça fait peut-être aussi réagir des enseignants. Il y avait une main levée ici. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Geneviève. Je suis enseignante en 3e secondaire, puis je veux juste faire un témoignage pour faire suite à ce que monsieur a dit. Effectivement, souvent, les élèves ne sont pas prêts et il y a des réactions, comme par exemple, moi, cette année, j'ai su dans mes classes, ça fait 2 fois qu'il y a des pétitions qui partent pour plus avoir à utiliser l'ordinateur en classe. Donc, quand ils ne sont pas prêts, il arrive des situations comme ça. Ça a passé, on n'a pas eu les pétitions, on n'a pas eu besoin de gérer ça, mais il y a quand même ce réflexe-là, cette insécurité-là de la part des utilisateurs, des fois, qui ne sont pas prêts, qui se sentent pas prêts. Puis ils sont prêts, finalement, ils s'en rendent compte après, mais qui ne se sentent pas prêts à utiliser les ordinateurs comme on leur demande. Dans le fond, si on leur laissait le choix entre un ordinateur ou vous, je pense qu'ils vous préféreraient, vous. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, en quelque part. Comment vous réagissez à ça, Alexandre? Ou Geoffroy? Ouais, okay. En fait, effectivement, de pousser une technologie, ça peut être un frein à la participation, autant que de l'utiliser à 100 mais le plus important, c'est de concrètement ouvrir l'accès à une multitude, donc beaucoup d'hybridation. Hein. On appelle beaucoup le blended learning, c'est-à-dire, oui, du présentiel, du à distance, de la technologie, du humain, du prototypage physique, du papier, plier du carton pour apprendre, c'est aussi payant que d'aller sur Facebook. Les seules contraintes dans les plateformes, dans les médias sociaux, effectivement, c'est l'accès. Il y a beaucoup d'écoles qui peuvent bloquer les accès. Et toute la notion de perte des données aussi. Hein. Les données des élèves, bon, il y a des lois au Québec et on a un grand problème de légitimité de créer des contenus en ligne. En même temps, on ne veut pas se freiner dans notre innovation. Ça dépend des enseignants, il y en a qui sont beaucoup plus actifs. Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est né jeune aujourd'hui avec les technologies, avec Internet, qu'on est bon sur Internet. Les jeunes savent comment se rendre sur des lieux en ligne, mais ils n'ont peut-être pas la mécanique derrière, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui arrive, quel est le système derrière qui soutient ça. Et comme nous, quand je suis né, il y avait des voitures, je ne savais pas conduire quand j'ai commencé. Donc, même chose, il faut apprendre à aller participer en ligne.
Jean-François. Moi, je pense qu'il faut être ouvert et intéressé à ce qui se passe comme nouveau moyen de partager l'apprentissage. Je pense par exemple à la twitterature, que notre ami Fréchette, qui est ici, qui est un des fondateurs de la twitterature. Twitter et les adaptations de Twitter peuvent permettre de nouvelles formes littéraires, peuvent permettre d'apprendre le français autrement, peuvent permettre de travailler en réseau pour faire en sorte qu'on a une résonance au sein de notre groupe. On peut partager, on peut échanger et faire en sorte d'être très collé sur ce que les jeunes veulent utiliser. Ce n'est pas nécessairement tous les jeunes qui sont sur Twitter, ce n'est pas ça l'idée. C'est que les jeunes sont habitués, souvent, effectivement, il est possible que certains d'entre eux ont suffisamment d'espace à la maison pour ne pas avoir du tout envie d'utiliser les technologies à l'école. Mais il y en a un grand nombre d'entre eux, par contre, qui seraient très heureux qu'on puisse adapter l'école à ces nouveaux moyens-là avec lesquels ils travaillent quotidiennement chez eux. Alexandre? On a beaucoup parlé d'appropriation. On ne peut pas forcer l'appropriation. Mais par contre, on peut donner un contexte dans lequel ça se passe. Alors, si on prend des décisions ensemble, c'est ça. C'est qu'on se dit, ben, peut-être même qu'on va créer des nouveaux outils. Plutôt que de dire, on devrait tous utiliser Socrative pour poser des questions en classe, ben, se dire peut-être qu'on peut créer un outil ensemble qui va répondre à nos propres besoins plutôt que de demander à une compagnie de nous fournir les outils nécessaires. On a d'autres questions dans la salle. Alors, j'en ai ici derrière. Oui? J'en avais 3 mains levées. Monique, est-ce qu'on peut prendre une dernière? Bon, d'accord. Alors, une dernière question. Premièrement, merci beaucoup, c'est très intéressant. Question est pour M. Gauthier. En début de rencontre, vous avez parlé du retard du Québec. Pour vous comparer le Québec à... Je suis juste curieux de savoir un peu si on est si en retard que ça. Parce que, à mon humble avis, je pense qu'on est si pire, mais j'aimerais vous entendre. Bien, moi, quand je parle du retard du Québec, je pense surtout aux 20 pays et États dans le monde qui ont déjà des stratégies nationales pour faire face aux enjeux du numérique. Donc, à cet égard-là, le Québec traîne de la patte. On n'a pas encore commencé véritablement à en parler. On voit que ça commence à se parler un peu publiquement depuis l'engagement de M. Couillard en septembre dernier, mais on est très en retard. Et pendant que nous, on n'en parle pas, il y a des endroits dans le monde qui sont rendus à la 2e, 3e itération de stratégie nationale pour faire face au numérique. Ça donne des technopoles, ça donne des possibilités de création de richesses et de réappropriation de la vie citoyenne. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas juste l'idée de faire de l'argent, c'est faire en sorte qu'on puisse être plus heureux et avoir un milieu de vie qui répond plus à nos besoins. Et c'est possible de le faire et d'y arriver. Mais en même temps, je vais vous dire, moi, je suis rassuré. Là, je me permets moi-même un commentaire et je vais mettre mon chapeau. Donc, de pas animateur du tout. Et je vous dirais, en quelque part, malgré tout, je suis rassuré. Je vais vous dire, je suis rassuré pourquoi, oui, nos grandes organisations sont en retard. Oui, nos gouvernements sont en retard. Mais en même temps, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens, de jeunes, de vieux, de moins vieux, qui, eux, n'ont pas attendu. Ils ont pris déjà le train et ils sont déjà en train de transformer notre société aujourd'hui pour en faire une meilleure, on le souhaite. Mais pour eux, le train est déjà parti et dans le fond, ce sont nos gouvernements qui auront à rattraper les citoyens et non pas l'inverse. On me dit assez, sinon on me décapite, qui est à ma tête. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. J'aurais aimé ça continuer à discuter avec vous, mais bon, c'est terminé. Messieurs, Sophie, on pense à toi. Mais malheureusement, au revoir. Bonne fête congrès. Merci.